jusqu'où on va aller quand on n'a plus de sous, plus d'appart. Là, j'ai 67 ans. Vous travaillez encore? Je travaille encore. Et vous, justement, en tant que représentant des Français, vous pensez que c'est quoi aujourd'hui leurs priorités, leurs attentes? Reconnaître l'État de Palestine pour... En premier? Oui. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui dans un rassemblement organisé par le nouveau Front Populaire qui souhaiterait que justement Emmanuel Macron se positionne un peu plus rapidement pour mettre en place un gouvernement NFP. On va prendre la température avec les gens qui sont derrière. Écoutez, bonjour monsieur. Bonjour. Alors pourquoi vous êtes venu à ce rassemblement aujourd'hui? Parce que y a un viol évident de la démocratie, un coup de force qu'essaie de faire Macron, qui a été battu aux européennes et aux législatives et qui essaie de passer outre le vote. Donc on ne peut pas accepter de se faire voler le vote qui a mis en tête le nouveau Front Populaire. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, justement, de ce nouveau gouvernement, si c'est le Front Populaire qui est au pouvoir? Si vous voulez, il y a un accord très large. Moi, je suis militant France Insoumise à Vénissieux, et les gens n'en peuvent plus de la situation créée par Macron et ses prédécesseurs, d'ailleurs. Et donc, il y a des mesures d'urgence qui ont été mises en avant et qui ont un large accord, au-delà même du résultat du vote, sur le SMIC à 1 600 €, le blocage des prix, l'abrogation de la réforme des retraites, voire un aspect qui est très sensible, c'est que le gouvernement français agisse pour l'arrêt du génocide à Gaza, pour un cessez-le-feu, pour la reconnaissance de l'État de Palestine, par exemple, mais voilà, il y a beaucoup d'autres aspects comme ça. Donc il y a un côté d'urgence, oui. Il faut arrêter de continuer la même politique alors que les gens se sont exprimés. Alors moi je suis militant de la France Insoumise à Bron, du coup dans l'Est lyonnais. Je suis venu dans ce rassemblement parce qu'il y a eu un résultat des élections législatives anticipées qui a été clair. C'est que le nouveau Front Populaire est la force politique qui l'a emporté. On l'a emporté à Lyon, on l'a emporté dans le Rhône et on l'a emporté nationalement. C'est nous qui avons aujourd'hui la majorité relative. Et pourtant on a un président qui a cette attitude complètement irresponsable de dire je n'écoute pas le résultat des urnes. Son élément de langage, ça a été personne ne l'a emporté. Il n'est pas à la hauteur du moment politique qu'on traverse et surtout il n'est pas à la hauteur du moment crucial et du moment démocratique qu'il nous faut affronter. On voit qu'il y a des gens qui ne sont pas particulièrement d'accord avec nous sur le fond. Je pense à Dominique de Villepin, je pense à Charles de Consigny, et pourtant qui sont profondément démocrates et qui disent que le gouvernement doit revenir au nouveau Front Populaire. Donc il y a une réalité, c'est que la force qui a gagné, qui est majoritaire à l'Assemblée, doit avoir les clés de Matignon, et c'est ça qu'on est venu collectivement, donc avec un large ensemble d'organisations syndicales, d'organisations associatives et d'organisations politiques le clamer aujourd'hui. Il y a pas mal de nouveaux députés, il y a Abdelkader Lamar, du coup le député de la 7e, il y a Anaïs Belloissa-Chérifi, le député de la première, il y a aussi les anciens députés qui ont été réélus, Gabriel Amar et Idir Boumertit. On attend aussi peut-être d'autres élus. Donc voilà, en tout cas, c'est imposer un rapport de force pour faire en sorte qu'il nous donne les clés du gouvernement parce que nous avons gagné les élections. On a un président à l'heure actuelle, on a toujours un président, ça c'est la France. On a décapité le roi, mais c'est resté, on est resté une royauté quelque part. Et c'est dommage d'avoir un président qui a tout ce pouvoir et qui n'entend rien, qui est sourd. Et peut-être que dans une 6e République, il y ait plus un Parlement beaucoup plus fort, avec des courants qui sont obligés de s'entendre. Parce que là, au résultat des élections, on voit bien qu'il y a plein de choses. Qui a raison? Peut-être que tout le monde a raison, mis à part, pour moi, le fascisme. Et qu'il y aurait intérêt à baisser les égos, baisser la voilure des égos pour pouvoir faire en sorte que la France redevienne un exemple. Enfin, je sais pas, et fasse rêver à nouveau, parce que là... Je suis très sensible à la montée du Front National, du racisme. Je l'ai vécu personnellement pendant des années avec Le Pen et pour cette jeunesse-là qui est multiculturelle, de tous les horizons, on est tous des fils d'émigrés plus ou moins, européens ou autres, et ça c'est insupportable pour moi. Non, je voudrais vraiment que ça change. Vous êtes originaire de quel pays? Moi je suis d'origine européenne, espagnole, en partie espagnole, mais j'ai vécu longtemps dans la communauté algérienne. Et là, j'ai vraiment vécu le racisme, mais profondément. Vous aurez des exemples? Oui, par exemple, prendre l'autoroute avec mon mari qui est décédé maintenant, qui était algérien, on a toujours été contrôlés. Quand on prend l'autoroute et qu'il y a au péage des gendarmes, en 38 ans, on a toujours été contrôlés.
Et des fois, il a été, parce qu'il n'avait pas ses papiers sur lui, arrêté pendant un week-end. Ouais, je ne sais pas où il est. Ça se passe en 1974. Et je pensais que ça allait s'arranger, mais là, donc pour moi, c'est d'être tous réunis. Voilà, on est une société multiculturelle. Tout le monde apporte quelque chose. Justement, les électeurs qui sont du parti très opposé considèrent que le multiculturalisme n'est pas possible en France. Qu'est-ce que vous leur répondriez ? Je répondrais que le monde nous appartient. Il n'y a pas de frontières. On est tous des êtres humains et on peut partager. Il y a des richesses qu'on ne connaît pas. L'ouverture, l'enfermement mène aux différentes peurs et les peurs bloquent. Au niveau spirituel, au niveau du cœur, tout se ferme. Et c'est comme ça qu'on est malheureux, qu'on est agressif et qu'on a la haine. Qu'est-ce que vous attendrez, vous, comme mesure principale, justement, si c'est un gouvernement NFP au pouvoir ? Vous pensez que c'est quoi la priorité des Français aujourd'hui ? Moi je l'ai dit, c'est sûr que la question du blocage des prix, de l'augmentation des salaires, la question de la retraite, l'arrêt de la remise en cause de la retraite, de la réforme, la nouvelle mesure sur le chômage. Bon, il y a des mesures comme ça sociales d'urgence. Alors après, on peut rentrer dans le détail de beaucoup de choses, dans l'enseignement, l'arrêt du choc des savoirs, l'arrêt des mesures qui sont contestées massivement par les personnels et pour lesquelles aujourd'hui ils essaient de continuer comme si de rien n'était. Donc ce qui développe une colère phénoménale. On est aujourd'hui le 14 juillet. Regardez, il y a des centaines de gens qui se réunissent pour une question politique. C'est quand même pas banal. C'est qu'il y a quelque chose de profond dans le pays. Et qu'est-ce qui t'a motivé, toi, parce que je suppose que tu as voté NFP si tu es là, à voter pour eux ? Qu'est-ce que tu attends de cette union de la gauche ? J'attends déjà toutes les mesures qui sont présentes dans le programme du Nouveau Front Populaire, que je recommande à tout le monde de lire. Donc ça, c'est le minimum. Et la suite, c'est d'être toujours à l'écoute aux électeurs et électrices de cette union. Ouais. Et si demain, par exemple, il y a un gouvernement NFP qui est élu, tu penses que ce serait quoi les priorités à mettre en place pour répondre aux attentes du peuple ? Reconnaître l'État de Palestine En premier ? Oui. Ok. Parce que c'est un génocide et ça devrait avoir une priorité d'écoute et de mobilisation parlementaire et civile. Et ensuite, toutes les mesures économiques, donc le rétablissement de l'ISF, la redistribution des richesses, en fait, l'augmentation du SMIC, le crous à 1 euro, les courses pour les écoliers et les lycéens gratuitement, etc. En fait, toutes les mesures sociales nécessaires à ce jour pour tous les Français et toutes les Françaises. Tu es étudiante, toi ? Oui. Tu t'en sors financièrement ? Comment ça se passe ? Je m'en sors financièrement grâce à la bourse Crous sur critères sociaux, mais j'ai dû travailler aussi pour pouvoir payer le loyer. Donc j'ai dû travailler toute l'année dernière. Moi, augmenter le SMIC, c'est pas mal. La retraite aussi. Là, j'ai 67 ans. Tu travailles encore ? Je travaille encore parce que avant j'étais indépendante, j'avais pas assez de trimestres. Voilà, et je travaille au SMIC. Tu travailles dans quoi ? Je suis hôtesse d'accueil. Donc moi, le SMIC au nouveau gouvernement, déjà, la retraite. Il vous reste encore combien de temps à travailler, par curiosité ? Ben là, normalement, 1er septembre, j'arrête. Okay. J'aurai 67 ans au mois d'août. Vous avez commencé à travailler à quel âge ? Très jeune, mais je suis partie en Belgique, ça compte pas. J'étais adjoint, quand j'avais un commerce, j'étais artisane. D'accord. Et il n'y avait pas encore le statut adjoint collaborateur. Et donc j'ai passé le trimestre. Comme je suis veuve, voilà, il y a plein de choses qui fait que... Et je connais plein de gens qui sont obligés de bosser alors qu'ils devraient partir. À un moment, quand on doit bosser beaucoup plus longtemps, que la sécurité sociale, les médecins vont être fliqués, on ne va plus avoir droit à 8 jours de carence, qu'est-ce qu'on veut ? Qu'on ne peut plus rien payer. À un moment, si ces gens qui veulent garder le pouvoir et ces élites qui veulent garder le pouvoir, mais on a besoin aussi des entreprises, des patrons, ce n'est pas un discours comme ça que j'ai. Mais à un moment, si le bas peuple il n'est plus là, qui vont faire ? Ils vont aller bosser à notre place ? Je ne suis pas convaincu. Voilà, donc moi non plus. Donc on a tous besoin les uns des autres. Voilà, c'est peut-être niais, mais des mesures comme
refaire basculer la retraite, le retravailler, parce qu'il y avait d'autres propositions qui étaient faites. Le SMIC, l'augmentation, et puis tout ce qui se passe pour les hôpitaux, pour les écoles. Voilà. Je sais pas quoi dire. Et tout ce qu'ils sont en train de passer en force, là, doucement. Jusqu'où on va aller quand on n'a plus de sous, plus d'appart, plus de toit sur la tête, plus de quoi étudier? Qu'est-ce qu'on va faire? On va couper la France avec un petit endroit pour eux et puis le reste pour nous? Bah, tant mieux, remarque. On fera peut-être des choses jolies. Voilà. Il y a eu une évolution en 50 ans, une évolution qui a fait basculer les revenus du travail vers les revenus des actions, de la finance. Bah, il est temps de remettre le pendule dans l'autre sens, quoi. C'est pas normal que parce que vous avez eu la capacité les finances qui viennent de, on ne sait pas d'où, peut-être de votre travail, mais aussi peut-être d'héritage ou de votre famille, etc. Parce que vous avez pu avoir un portefeuille d'actions, être actionnaire dans des grands groupes qui font des bénéfices, que vous touchiez des dividendes qui sont volés aux gens qui travaillent. En fait, c'est un déplacement de revenus qui est parti du salaire vers l'actionnaire. Revaloriser le travailleur, quoi. Exactement. Alors ça va pas se faire tout de suite parce que c'est compliqué, il n'y a pas de mesure immédiate qui peut faire ça. Mais ça doit pouvoir se faire petit à petit. Je crois que l'imposition, les 14 tranches d'imposition, l'imposition progressive, c'est une mesure souhaitable. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une imposition internationale qu'on appelait la taxe Tobin ou qu'on appelle autrement, hein, pour faire que les profits qui sont engrangés par des entreprises multinationales basées en France ne s'échappent pas en Irlande, au Luxembourg ou dans des paradis fiscaux, quoi. Ce qu'il faut voir quand même, quand c'est la gauche, il y a eu l'abolition de la peine de mort, il y a eu la dépénalisation pour l'homosexualité, il y a quand même eu puis encore, il y a eu le mariage pour tous. Donc je trouve que, est-ce que la gauche représente des valeurs un peu plus sociales, un peu plus de partage? Et moi, ce que j'aimerais voir, c'est... Je travaille dans un centre social, les gens, ils n'en peuvent plus, ils n'y arrivent plus à joindre les deux bouts. Et est-ce que la solution, c'est de pointer l'autre, le migrant, l'immigrant, celui qui n'est pas d'une religion, qui serait celle de la France, qui est la solution? Je ne pense pas. On est dans un monde. Il va falloir qu'on comprenne que ce qui se passe en politique à l'étranger influe sur notre politique à nous. Et ce qu'on va aller faire dans les pays étrangers pour notre petit smartphone, pour qu'il ait des terres rares, ça influe. Donc que tout a un lien. L'écologie aussi, elle est importante et fondamentale. On ne peut plus faire comme si on était, je sais pas, un parti, il n'y avait que nous, et puis il n'y a que nous qui aurons les richesses, et puis on va demander au bas peuple d'aller travailler pour... J'ai des copines qui travaillent au Vinatier comme aides-soignantes, j'en passe et des meilleures, donc je les vois dans la difficulté. On ne peut pas ostraciser l'autre, c'est pas une solution. Moi j'ai bossé pendant 30 ans dans une boîte américaine basée en France, qui faisait des bénéfices en France, mais dont les bénéfices étaient effacés à cause des prix de transfert. Le mécanisme des prix de transfert, c'est un super outil pour les multinationales. Ce qui fait expliquer un petit peu. Oui, les prix de transfert, c'est quand une entreprise, regardez l'exemple américain, vend des produits en France, elle achète en fait ces produits à, par exemple, l'Irlande, parce que l'usine est basée en Irlande. Et donc le coût, le prix auquel elle achète ce produit, un PC, une imprimante, tout ce qu'on veut, il est complètement arbitraire. Il n'y a personne qui fixe ce prix-là. C'est en interne, on dit, quand tu achètes un produit en Irlande, il vaut tant. Donc il suffit d'augmenter le prix d'achat de la filiale française
lorsqu'elle achète des produits en Irlande, pour qu'elle ne fasse plus de bénéfices. Les bénéfices, ils partent en Irlande. Et donc, comme en Irlande, ils sont moins taxés qu'en France, c'est très simple, hein, c'est super facile. Donc, il y a des mécanismes, des projets, par exemple, qui font partie je crois, des 150 mesures, je ne suis pas sûr, en tout cas qui faisaient partie du programme de la France Insoumise, qui imposerait les bénéfices où qu'ils soient faits. S'ils sont faits, si c'est résultant de vente en France, ce sera taxé comment? Voilà, vous avez fait des bénéfices en France. Bon, d'accord, vous avez acheté votre produit en Irlande, mais vous n'allez pas déclarer vos bénéfices en Irlande. Vous le déclarez ici. C'est vrai qu'on a beaucoup d'opposants NFP qui vont critiquer en mettant en avant que la NUPES, par exemple, n'avait pas marché, que pendant les européennes, il y avait beaucoup de divergences entre tous ces partis de la gauche. Qu'est-ce que vous leur répondriez, vous, à ces opposants? Je dis que comment dire, les faits ont tranché d'une certaine façon le fait que la situation en France est différente d'autres pays, parce qu'il existe une force de rupture qui est la France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon, je dis exprès avec Jean-Luc Mélenchon, cette force de rupture, évidemment, elle donne une perspective qui est différente de la gauche traditionnelle, il y a une alternance et les gens en ont ras-le-bol d'une situation où ils se faisaient avoir. Donc moi je milite à Vénissieux, aux Minguettes, on est passé de 20% de gens qui avaient voté en 2022 à 50% cette fois. Et ils ont voté massivement pour le candidat de la France Insoumise et avant aux européennes pour la liste France Insoumise. On n'a effectivement globalement pas réussi à apporter une alternative pendant 2 ans, mais après on n'avait pas numériquement la possibilité. Là on a la possibilité, on est le premier groupe à l'Assemblée. Derrière, on a la Macronie qui se stabilise un petit peu, mais qui malgré tout subit une défaite, perd encore 100 députés, et le RN qui se prend un front face à lui. Effectivement, 33% au premier tour des scrutins, mais que 140 élus. Donc ça montre bien que globalement, les Français ne veulent pas du RN, même si, que 66% en tout cas, ils sont prêts à se mobiliser pour dire non. Donc à nous d'être responsables, à nous de tout faire pour être au gouvernement et changer la vie des Français de façon certaine et concrète. Il y a besoin de dire on arrête la chute vertigineuse, le chaos dans lequel nous conduisent les politiques néolibérales menées depuis des années, notamment par Macron. Voilà, donc c'est cette question-là qui a contraint un peu les autres à accepter la NUPES et qui a fait qu'il y a eu le nouveau Front Populaire. Alors tout n'est pas rose, la preuve, les réticences de certains à désigner un candidat, je pense en particulier au Parti Socialiste, à désigner un candidat qui ne soit pas eux et qui incarne le programme de rupture comme l'était par exemple Huguette Bello. Voilà, mais ils prennent des questions à se poser sur quel jeu ils jouent, pour quels intérêts. Il faut quand même s'interroger. Parce que je sais que j'ai eu pas mal de critiques, notamment sur la transition écologique, parce que certaines personnes ne savent pas vraiment comment se positionnent en fait tous ces partis, cette coalition. Par exemple, il y en a certains qui vont être vraiment plus pro-nucléaire, d'autres qui vont vouloir en sortir. On a un peu du mal à voir comment ce mix énergétique peut se dessiner, c'est qu'un exemple. La transition énergétique, ça ne se repose pas que sur le nucléaire. Et on a un mandat de, disons, au moins 3 ans avant la prochaine présidentielle et la prochaine dissolution potentiellement. Donc la question, elle est là, qu'est-ce qu'on ferait ensemble pendant 3 ans? Et pendant 3 ans, on va juste pas réouvrir de nouveaux centrales nucléaires parce que c'est impossible techniquement. Les premiers enclenchés par Macron n'ouvriraient qu'en 2035, donc il y aura juste un moratoire sur le lancement de nouvelles tranches nucléaires. Pour autant, de toute façon, tous les scénarios, que ce soit les 6 scénarios de RTE ou les scénarios de mégawatts ou quoi, montrent qu'il faut monter en puissance les renouvelables. Monter à 50% les renouvelables, même dans le scénario le plus nucléarisé de RTE, il faut monter à 50% dans les renouvelables. Donc ça, c'est l'objectif numéro 1, et on ne va pas le faire comme la Macronie en détruisant le code de l'environnement, on va juste le faire dans les règles, mais en investissant et en ayant toute notre capacité d'investissement de l'État tournée vers le renouvelable. Et ça, on va le faire ensemble, tourner vers les voitures électriques faites en France, faites en Europe et peu chères et accessibles. Ça, pour donner crédit à Macron de ça, il avait commencé à le faire. Et avec le leasing social, c'était une première marche, trop petite en termes d'amplitude, mais intéressante. Donc c'est tout ça qu'il faut montrer, que non seulement on va apporter du pouvoir d'achat aux gens, parce que oui, la voiture électrique, au début c'est un seuil, mais après ça coûte moins cher. Donc au bout d'1 an, ça coûte au final moins cher. Et ça, c'est encore avec les prix actuels, et il faut tout faire pour baisser le prix à l'achat. Donc la transition énergétique,
vers le renouvelable, c'est important pour aussi de l'autonomie énergétique. Aujourd'hui, on a à terme, on a des premiers signaux d'alerte d'approvisionnement en uranium qui posent des vrais problèmes à terme de disponibilité de cette ressource. Donc c'est de la ressource concrète sur le terrain. Le solaire, il est sur le terrain, l'éolien, il est sur le terrain, l'hydrolien, il est sur le terrain, les ressources... je vais dire les hydroliennes sous l'eau, c'est une ressource inexploitée et qui est massive, notamment au large de la Bretagne. Donc à nous de tout faire pour que ce soit concret, réalisé et au service du pouvoir d'achat des Français. Il me semble que le lithium risque d'avoir des problèmes d'approvisionnement pour les voitures électriques. Oui, après le lithium, toutes les technologies de batterie ne reposent pas sur le lithium. Mais effectivement, il y a plein de matériaux comme ça qui sont des matériaux critiques. Et ça se discute plutôt au niveau européen. C'est des plans qui sont managés au niveau européen. Mais on a après la question qui peut nous diviser un peu en local, je pense dans l'Allier ou quoi, entre nos différentes organisations, est-ce qu'on est plutôt soutien actif ou soutien passif des nouvelles mines qui sont en réflexion. Mais globalement, on est d'accord que c'est quand même mieux que ce soit produit en local plutôt qu'en détruisant l'environnement chinois par exemple. Donc c'est juste, est-ce que le droit de l'environnement, le code de l'environnement suffit aujourd'hui ou pas? Est-ce qu'il faut peut-être le renforcer pour s'assurer qu'il n'y ait pas de rejet massif d'autres polluants dans la mine prévue dans l'Allier, dans l'exploitation prévue au nord de Strasbourg. Bref, il y a plein de potentiel et à nous effectivement de s'assurer que l'environnement ne pâtisse pas d'un besoin de réindustrialisation et de production locale. Et j'ai une dernière question pour vous. Si vous pouvez faire passer un message à Emmanuel Macron, ce serait lequel? Si vous l'aviez en face de vous, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Je lui dirais asseyez-vous, respirez, ça va aller, comme disait Darmanin, ça va bien se passer. Et il faut entendre, parce que on est là, il faut arrêter d'être contre, il faut être avec. Et il pourrait mettre son intelligence, qu'il a quand même brillante, au service de tout le monde et pas qu'au service de certains. Voilà. Une dernière question pour toi, du coup, si tu avais un message à faire passer à Macron, ce serait lequel? C'est qu'il faut quoi? Qu'il se démette ou qu'il se soumette aux élections. Quand on convoque des élections, on doit en tenir compte. Sinon, on ne convoque pas d'élections et on ne tente pas le coup de poker qu'il attend. Aujourd'hui, il a perdu, il le sait. Il faut qu'il arrête de gagner du temps et qu'il nous remette les clés de Matignon et du gouvernement. Enfin, si tu avais un message à faire passer à Emmanuel Macron, ce serait lequel? Si tu l'avais en face de toi. Monsieur Emmanuel Macron, je pense que vous devenez autoritaire, c'est dangereux, il faudrait arrêter. Il faudrait donner place au nouveau Front populaire et il faudrait arrêter d'égaliser l'extrême droite avec la gauche républicaine, parlementaire, réformiste et très peu radicale, malheureusement. Vous avez demandé au peuple de trancher, il l'a tranché, il a refusé le RN, il vous a refusé la majorité, à nous, au Front populaire, d'agir. Bonjour. Bonjour. Je vais te laisser te présenter. Du coup, Anaïs Belloissa-Chérifi, députée de la première circonscription du Rhône. Alors, Lamar Abdelkader, je suis député de la 7e circonscription du Rhône. Je me présente Idir Boumertit, je suis le député de la 14e circonscription. Et du coup, qu'est-ce que tu attends de ce rassemblement? Pourquoi est-ce que tu t'es déplacé aujourd'hui? Alors ce rassemblement, il est pour exiger que M. Macron ne fasse pas un déni de démocratie et qu'il puisse dire qu'à un moment donné, ce soit le nouveau Front populaire qui ait gagné cette élection législative, puisqu'on est la première force à l'Assemblée nationale et que traditionnellement, lorsque vous êtes la première force, vous avez la nomination d'un Premier ministre du camp majoritaire à l'Assemblée. Et comment tu as réagi quand justement lui il a dit que personne n'avait gagné ces élections et qu'il n'y avait pas de gagnant au final? À la limite, ma réaction personnelle, elle n'a pas trop de sens, dans le sens où je pense qu'il joue la montre. Je pense qu'il essaye de rentrer dans les brèches de la Ve République et de son fonctionnement pour essayer d'adapter la Ve République et sa constitution comme il l'entend, parce que c'est bien ça les choses. Quand vous voyez qu'il n'a pas accepté la démission de M. Attal et que dans le même temps, il est président d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, donc vous pouvez être ministre et président d'un groupe parlementaire. Il y a quand même un réel problème constitutionnel.
Et à mon sens, c'est aussi ce genre de mobilisation populaire qui montre à la fois que le nouveau Front populaire est toujours sur le terrain, qu'il exige toujours de pouvoir être à Matignon, et que les citoyens et les citoyennes regardent le pouvoir en place. Il nous faut un Premier ministre issu de ceux qui ont gagné par les urnes. Et donc c'est juste un rappel à notre président de respecter les règles démocratiques. C'est-à-dire que le peuple a parlé. Aujourd'hui, il faut désigner quelqu'un issu du nouveau Front populaire. Et justement, il y a beaucoup d'opposants à la NFP qui vont mettre en avant le fait que par exemple, la NUPES n'ait pas fonctionné, qui vont être un peu réticents du fait qu'il y avait pas mal de divergences entre les partis de gauche au moment des européennes. Comment vous feriez aujourd'hui pour essayer de fédérer ces personnes qui se doutent un petit peu de votre politique? Bon, écoutez, moi j'ai été député NUPES de 2002 à 2024. Effectivement, ça a fonctionné un temps et les européennes ont percuté un peu tout ça. Et donc, pour la part de la France Insoumise, on était ouvert à ce qu'il y ait une candidature écologiste. Hein. On n'était pas forcément à vouloir la tête de liste. Après, chacun est parti de son côté. Ensuite, on a eu les résultats que vous connaissez des élections européennes. S'en est suivi dans la foulée la dissolution et les élections législatives. Et donc, c'est vrai qu'en quelques jours, on va dire en temps record, les forces de gauche ont su trouver un terrain d'entente, avoir un programme commun pour faire barrage aussi au Front National. J'entends ça, mais aujourd'hui on a gagné quand même. Non, moi je pense qu'au contraire, il y a de la confiance, il y en a de plus en plus. Je n'écoute pas les médias, moi je vois ce qui se passe sur le terrain. Par contre, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut continuer le rassemblement. Ça c'est très important. Et vous justement, en tant que représentant des Français, vous pensez que c'est quoi aujourd'hui leur priorité, leurs attentes principales? La priorité, on peut le voir que le nouveau Front populaire a été placé en place numéro 1 avec 182 députés. Donc une certaine volonté des Françaises et des Français d'en finir avec l'époque Macron et aujourd'hui donner la possibilité au nouveau Front populaire de pouvoir gouverner. On est prêt à gouverner, on a un programme, on a l'abrogation de la retraite à 64 ans, de la loi retraite à 64 ans, il y a le SMIC à 1 600 €, le blocage des prix et aller faire les poches des plus riches. Les gens, ils nous ont élus sur un programme. On a travaillé sur un programme de rupture, chiffré, ambitieux, un programme de gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle ils nous ont élus. Donc, c'est-à-dire redonner du pouvoir de vivre avec l'augmentation du SMIC, le blocage des prix, abroger la réforme des retraites, toutes des lois qui sont dans notre programme et que nous souhaitons mettre en place dès notre arrivée pour redonner du souffle en fait aux Français. Parce qu'il y a évidemment une vraie crise sociale dans notre pays. Et ça, pour le coup, personne n'a la jugeote. En tout cas chez les macronistes et encore moins au Rassemblement national, pour justement mettre des mesures en place. Nous sommes les seuls responsables à le faire. Quand je faisais la campagne, quand je parle aux gens à Bonvelin, à Bron, Rieux, c'est 50% de politique de la ville, c'est beaucoup de précarité. Alors on leur parle d'emploi, on leur parle de retraite. Ils disent oui, ok, l'emploi, mais il faut une retraite, oui, mais bon, il faut déjà avoir un boulot. Mais ce qu'ils veulent avant tout, c'est qu'on les respecte. C'est qu'on leur parle. Après, bien sûr, il y a les problèmes de fin de mois quand on devra essayer de résoudre. Justement, pour le SMIC à 1 600 €, c'est un petit peu flou des fois dans la tête de certaines personnes. Ils ont du mal à voir comment ça va être financé, ils ont même peur que ça mette en danger les entreprises. Concrètement, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça va fonctionner? Il y a un jeu d'équilibre, on l'a très bien expliqué. On a des dépenses, on a des recettes. Les dépenses seront celles qu'on évoque en termes de nouvelles propositions et des lois qu'on souhaite mettre en œuvre, pour lesquelles on a été élu. Et de l'autre côté, on ira faire les poches des plus riches. Alors il y a deux ressources de financement pour l'augmentation du SMIC. Il y a le rétablissement de l'ISF, ce qui permettra d'avoir 15 milliards par an, et la taxation des super dividendes, des super profits. 15 milliards aussi, donc ça fait 30 milliards de budget pour l'augmentation du SMIC. À savoir que, par exemple, sur les dividendes, on va dire les entreprises de la grande distribution ont augmenté leur chiffre d'affaires en 2023 de 10%. Pendant que les ventes, eux, ont baissé de 3%.
Donc ça veut dire qu'à la fois il y a une volonté de se gaver sur la misère sociale et sur ce que rencontrent comme problématique les Français et les Françaises, mais à un moment donné, voilà, il faut qu'aussi ils puissent contribuer à l'effort collectif, et ça passe par le blocage des prix, mais aussi l'encadrement des marges. Si vous avez un message à faire passer à notre président aujourd'hui, ce serait lequel? Macron, il faut respecter les urnes. Voilà, faut respecter la démocratie. Donc aujourd'hui, on est à un tournant de l'histoire. On est regardé par le monde entier. Il ne faut pas qu'on devienne la risée du monde. Surtout après, avec l'histoire qu'on porte. On est quand même un exemple pour le monde en matière de droits de l'homme. Pour ceux qui connaissent l'histoire. Donc il faut préserver cette identité, cette image-là. Donc j'espère qu'il va écouter le peuple qui s'est manifesté le 7 juillet. Eh ben, le message il est clair. Il a perdu dans les urnes. Et aujourd'hui, il doit se plier à la volonté du peuple et nommer un Premier ministre du nouveau Front populaire. Je vous remercie. De rien.